Je suis Emmanuelle Girard, je suis paysanne en Indre-et-Loire. J'ai des vaches, j'ai des chèvres, j'ai des brebis. On fait du lait qu'on transforme en yaourt, en fromage et qu'on vend directement sur la ferme ou dans les collectivités pour les yaourts. Je suis aussi secrétaire générale de la Confédération paysanne au niveau national. Donc je suis là parce que j'ai beaucoup suivi les états généraux de l'alimentation. Ça me semble assez important de redonner du sens à notre métier qui est celui de paysan. De redonner aussi, de remettre l'image du paysan auprès du citoyen, du consommateur. Et c'est pour ça que je trouvais qu'aujourd'hui, c'était un lieu qui était assez idéal pour échanger sur ce sujet. Les paysans aujourd'hui se lèvent le matin pour nourrir leurs voisins, leurs enfants, les villages, leur territoire qui est autour d'eux. Et ça, pour moi, c'est le sens du métier de paysan. Sauf qu'aujourd'hui, les paysans se lèvent le matin pour faire une matière première qu'ils envoient directement à la coopérative. Du coup, déjà, rien que là, le lait ne leur appartient plus. Et pour moi, le manque de sens, c'est qu'on veut bien faire de la nourriture, mais il faut aussi qu'il y ait un revenu en face. Et qu'aujourd'hui, je parle souvent de l'élevage laitier, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le revenu moyen d'un paysan puisse donner du sens à ce métier. Donc c'est pour ça qu'il faut redonner du sens, parce qu'on recrée le lien alimentation-territoire avec production surtout de cette alimentation. Moi, le matin, je suis heureuse de me dire je vais aller faire la traite pour faire des yaourts qui seront mangés dans les cantines des enfants. Sauf que pour arriver à faire ça, il faut du courage et que je me dis que c'est pas le premier instinct. Enfin, c'est pas que les paysans sont pas courageux, au contraire. C'est juste que si il y a que quelques paysans qui vont y arriver, alors que normalement, ça devrait être dans la logique. Les politiques devraient nous accompagner à faire ça naturellement, à ce que ce soit que les yaourts des producteurs du local, en fait, du territoire, qui ait possibilité en fait de nourrir les magasins, enfin les citoyens, quoi. Donc c'est pour ça, pour moi, le premier sens, c'est que on a perdu ce lien production-alimentation et il faut le redonner. Et je pense que c'est le premier sens. Les rapports de force sont complètement déséquilibrés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a créé des coopératives dans les années 30, je crois, pour justement répondre à cette demande de production pour nourrir les citoyens. J'ai encore entendu hier les tickets de ration, c'est pas si vieux que ça. Donc, on a créé ces outils. L'industrie agroalimentaire s'est aussi développée, sauf que les paysans sont restés quand même seuls. En fait, les rapports de force ont été déséquilibrés. Aujourd'hui, on leur demande de produire du lait, des céréales, des légumes, des fruits, mais ils ont perdu toute gouvernance dans ce lien du marché, en fait, justement. Parce que la valeur, elle existe quand même. Il y a une création de valeur, elle est juste très mal répartie. Et pourquoi ils ne le font pas sur leur territoire? Parce qu'on leur laisse pas l'occasion de le faire. Alors si, on va dire, mais si, vous vous débrouillez, vous pouvez faire de la vente directe, vous montez votre laboratoire de transformation. Ce que j'ai fait, ce qu'on a fait sur notre ferme. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'on demande à 5, 6, 10 paysans sur un territoire de faire chacun 10 fromageries avec, à 150 000 euros. Alors que si on arrive à relocaliser, eh ben, on recrée un outil collectif qui permet justement de relocaliser la filière. Non, aujourd'hui, on demande aux paysans juste de faire du lait. Il est envoyé dans telle ou telle coopérative laiterie. Du coup, il fait des kilomètres. Le lait est en plus retransformé parce que l'industrie agroalimentaire, après, a des pratiques qui éclatent et qui nous sont complètement déconnectées en fait, de cette production. Donc je pense que pourquoi? Eh ben, parce qu'ils ont perdu la main sur cette partie-là. Et aujourd'hui, il faut la remettre en place. Et pourquoi ils ont perdu la main? Parce que les rapports de force sont complètement déséquilibrés. Et que les États généraux, du coup, nous permettent une loi qui doit d'ailleurs même, nous permettre de rééquilibrer ces rapports de force. Et qui amène, du coup, à une répartition de la valeur. Le déséquilibre entre les paysans d'un côté et l'industrie agroalimentaire de l'autre existe parce qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire s'est réellement concentrée. Donc, il n'existe plus que quelques
acteurs principaux, encore quelques, il y en a surtout un aujourd'hui qui est présent, mais alors que les paysans sont tous tout seuls de leur côté. Donc d'un côté, on a ces paysans qui livrent leur production, périssable ou pas, et en face, on a un gros acteur, l'industrie agroalimentaire, qui fait la pluie et le beau temps, qui fait son contrat, qui met le prix qu'il veut, qui décide si oui ou non il arrête la collecte ou qu'il lui commande une livraison. Ça déséquilibre parce que le paysan, il a sa production sur les bras, que ce soit du lait. Le lait, alors, la filière lait, elle est contractualisée parce que la collecte doit se faire quand même. Mais en fruits et légumes, il n'y a pas de contractualisation. Et comme les fruits, comme ce sont des denrées périssables sur des volumes assez conséquents, le paysan, il fait quoi? Il n'a pas le choix, il est obligé du coup d'accepter le prix qu'on lui impose, les conditions qu'on lui impose. Donc c'est pour ça qu'on dit que les rapports de force sont déséquilibrés. Si les paysans arrivaient vraiment à s'organiser et avaient leur mot à dire sur cette contractualisation et sur ces prix, et ce n'est pas du protectionnisme en fait, c'est vraiment mettre les prix à un niveau, comment dire, à un niveau acceptable pour vivre pour le paysan. C'est quand même la moindre des choses que le paysan puisse vendre sa marchandise, sa production, au-dessus des coûts de son coût de revient. Donc c'est pour ça que les rapports de force sont déséquilibrés aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut modifier cette situation. Mais ça va, en même temps, il faut aussi réguler la production, parce que les rapports de force sont aussi déséquilibrés, parce que les volumes sont tellement conséquents que les acteurs de l'industrie agroalimentaire ont juste à se baisser pour retrouver d'autres producteurs. Pour nous réguler la production, permet déjà de ne pas intensifier cette production. En fait, le fait de la réguler permet de changer un modèle agricole. Donc du coup, déjà, on va se dire que les modèles les plus vertueux sont dirigés, enfin, sont encadrés et sont plus accompagnés parce qu'on a cette réduction-là et on va pas pousser le paysan à produire plus. Le lien avec le consommateur, il y a aussi l'aspect externalité positive. Externalités négatives d'ailleurs. Toutes les externalités négatives qui sont que ce soit la dépollution de l'eau, que ce soit la gestion des déchets alimentaires, du gaspillage alimentaire, tout ça on ne le calcule pas. Donc je pense que si on rajoutait tous ces frais, en fait, toutes ces externalités, on se rendrait compte que la nourriture, en fait, elle coûte très très cher à tous les consommateurs. Ça, c'est une première vision. Ensuite, je pense qu'on a aussi forcé, enfin, on a perdu quand même la juste valeur de notre nourriture. Je pense qu'il faut réussir à redonner. Alors, je ne dis pas qu'il faut payer plus. Je ne suis pas sûre que ce soit la solution. Par contre, je pense qu'il ne faut plus qu'il y ait autant d'écart entre les produits qui sont vraiment bas de gamme, qui sont vraiment issus d'une production pas très vertueuse. Et puis en même temps, je pense qu'il faudrait en fait rééquilibrer. Pour moi, que le bio soit exorbitant, si je trouve juste pas ça normal. Je dis qu'il faut rééquilibrer les deux, mais du coup, si on rééquilibre, si on accompagne les politiques de manière à avoir un modèle agricole plus régulé, plus simple, plus paysan, et ben, je pense que les prix en face vont correspondre. Pour finir, il y a la PAC. La PAC, c'est quand même 9 milliards d'euros qui sont aujourd'hui versés aux paysans, mais pas que. Je pense qu'il y a d'autres acteurs aussi qui en bénéficient. Et si ces 9 milliards d'euros étaient accompagnaient justement notre alimentation, permettrait justement d'équilibrer en fait ce rapport de prix. Pour nous, à la Confédération paysanne, d'ailleurs, on l'appelle PAC avec 2 A, parce que ça devrait être une politique agricole et alimentaire commune. Et je pense que ça permet en fait justement de faire en sorte que ce n'est pas aux consommateurs de payer plus, mais c'est bien aux politiques d'accompagner vers un modèle plus vertueux, de manière à rendre cette alimentation accessible à tous. Alors pour nous, la première revendication déjà, c'est qu'on n'ait plus un paiement en fait de la PAC à l'hectare, à la superficie, mais plutôt à l'actif agricole. Déjà, on remet le lien avec l'humain, avec le paysan, et on évite de pousser à l'agrandissement et à faire une rente foncière avec ces subventions. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième, c'est aussi qu'on a besoin d'un plafond, parce que malgré tout, il faut que cette PAC elle soit équilibrée et équitable envers tous, et donc il faut qu'elle soit plafonnée.
Aujourd'hui, on nous met plus des planchers. Donc, les petits paysans, les petites fermes sortent de cette PAC parce qu'elles ne rentrent pas dans les conditions. Alors que non, il ne devrait pas y avoir de plancher, mais vraiment des plafonds. Des plafonds de manière à ce qu'il n'y en ait pas des gros qui vont toucher des sommes exorbitantes et puis des petits qui touchent rien, mais et vraiment rien. Et qui du coup, en fait, se disent, bon, c'est vrai, je peux m'en sortir tout seul, je m'en sors tout seul. Alors que non, il faut vraiment accompagner ces modèles qui sont les plus vertueux. Donc, cette PAC, pour nous, elle sera beaucoup plus, comment dire, on a envie de dire utopique au départ, et en fait, on se dit qu'elle se doit d'être équitable. Parce que si on veut une alimentation durable et accessible à tous, il faut qu'il y ait une PAC, en fait, une politique agricole et alimentaire commune, équitable et juste, surtout, pour tous. Alors, pour nous, ce qui bloque, je pense que de toute façon, c'est qu'on a une politique et une volonté ultralibérale de l'Europe, de la Commission européenne, et ça, c'est le premier argument. Aujourd'hui, en fait, on se dit que la PAC, elle pourrait avancer si elle parvenait à tirer vers le haut tous les aspects sociaux, sauf que les aspects sociaux, du coup, sortent de l'Europe. On en a longtemps entendu parler, tout l'aspect social ne doit pas rentrer, que ce soit sur la concurrence, sur tous ces sujets-là. Donc ça, pour nous, c'est important. Il faut qu'il y ait du lien avec l'aspect social. Il faut que la PAC nous permette d'avancer là-dessus. Pour nous, du coup, cette dimension sociale, c'est aussi permettre déjà de monter les droits vers le haut, mais aussi, en fait, prendre en compte vraiment le paysan et pas que sa production, pas que sur la superficie de sa ferme et pas que sur son modèle agricole et économique, mais vraiment sur le paysan, son savoir et ses pratiques, et recréer plus de paysans sur les territoires, en fait, qui permettent en fait d'avoir des paysans plus nombreux sur les territoires. Donc, pour nous, cet aspect social, il est là et il est évident, parce qu'il remet du lien entre le village, le territoire du paysan et puis son entourage. Les enjeux de santé aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est que on a cette schizophrénie entre, d'un côté, il faut produire, et de l'autre côté, on a cet aspect norme sanitaire où il ne faut pas empoisonner le consommateur. Sauf que, du coup, si on fait le lien entre les deux, d'un côté, on a le besoin des pesticides, comment on aide le paysan à produire plus, c'est grâce aux pesticides. J'ai entendu dire ce matin que c'était un médicament, alors pas ici, je vous le rassure, un médicament pour nos plantes, sauf qu'on a toujours l'argument qui revient, nous on prend bien des antibiotiques, pourquoi on n'appliquerait pas des pesticides pour soigner nos plantes? Et puis de l'autre côté, en fait, on a cet aspect sanitaire norme qui nous est imposé. Donc oui, il faut sortir des pesticides parce que la première victime, c'est le paysan. Aujourd'hui, on est d'accord qu'on a des paysans qui sont touchés par des maladies et il faut vraiment qu'on sorte de ça. Et de l'autre côté, en plus, il n'y a pas la transparence sur les pesticides, sur notre alimentation. Les consommateurs ne savent pas, quand ils mangent une baguette de pain, ils sont loin de se douter que le blé qui a été mis pour faire la farine est arrosé de glyphosate régulièrement ou autres pesticides. Donc, de toute façon, ça, c'est clair que c'est vraiment une complexité qui est créée par la politique agricole commune aujourd'hui. À la Confédération paysanne, en fait, on a affilié à un réseau qui s'appelle le CVC, qui, du coup, est le regroupement des syndicats européens pour la promotion, en fait, et pour la résistance de l'agriculture paysanne, de l'agroécologie aussi. Donc il y a ce lien-là. Et ECVC, qui est du coup le réseau européen, est affilié à un réseau du coup international qui s'appelle la Via Campesina et qui est pour la sauvegarde des paysans, pour la sauvegarde des travailleurs paysans. Et d'ailleurs, il y a Gérard Choplin qui résume vraiment bien cette montée en puissance et le fait que, pour une fois, les paysans sont entendus au niveau de l'Europe. Gérard Choplin est un des acteurs, en fait, il a été salarié de la Confédération paysanne dans les années 90, il me semble, puisque la Conf a 30 ans aujourd'hui, et un des acteurs principaux sur la création de cette résistance avec les autres syndicats, italiens, espagnols, pour créer cette résistance au sein de Bruxelles, pour être entendu et pour être reconnu. Parce que jusque-là,
il n'y avait pas de regroupement pour qu'il y ait une voix paysanne, en fait. En tout cas, pour qu'il y ait une voix qui arrive à contredire ces volontés ultralibérales et de productivisme. Donc, Gérard Chopin, voilà, a été à l'initiative de cette création et de cette constitution du groupe. Aujourd'hui, d'ailleurs, il le résume bien dans un de ses livres qui s'appelle Paysans mutins et qui vient juste de sortir. Aujourd'hui, je vois l'avenir de l'agriculture avec plein de paysans sur les territoires. J'ai envie de voir ces territoires de nouveau avec des fermes, avec des animaux, avec des champs, avec de la polyculture. Vraiment, cette dynamique en fait, qui se recrée sur les territoires autour de ces fermes et de ces acteurs ruraux. Et tout ça dans un milieu très urbain. Je trouve que c'est intéressant de recréer le lien entre la ruralité, ces grandes villes, grâce à la paysannerie, grâce à la production de nourriture. Et je pense que c'est possible. Je pense aussi que l'inversion de la courbe, aujourd'hui, la courbe des paysans, elle descend à vue d'œil. Je pense qu'il faut la faire remonter, parce qu'on voit plein de jeunes, ou moins jeunes même, qui ont envie de s'installer, qui y vont par valeur et qui ne sont plus à la recherche d'un salaire mirobolant ou de responsabilité, mais plutôt par un cadre de vie qui est d'être paysan. Et ça, je pense que c'est ça. On est à un changement, on est à un tournant de notre modèle agricole. On voit qu'il y a une demande sociétale qui est présente. Et je pense que ça peut permettre de recréer ce lien qui était en train de disparaître entre les paysans d'un côté, les urbains de l'autre. On sait que paysan, ça a longtemps été un mot très négatif. Moi, je suis vraiment fière d'être paysanne. Je suis fière d'avoir des vaches, des chèvres. Et je suis fière de parler de mon travail, et de mon métier en tout cas, et de partager mes valeurs. Donc pour moi, l'agriculture, c'est refaire le lien et embelliser en fait, cette image de la paysannerie. Pour moi, l'agriculture, c'est vraiment recréer le lien entre ces paysans, ces ruraux, et ces paysans, ces ruraux et ces grandes villes et cette population très urbaine, et de manière à embellir notre métier qui est la paysannerie.